Je suis allé voir qu'est-ce qu'il y avait comme études pour les chiens d'assistance du côté. Puis il y en a quand même plusieurs. J'en ai 3 que j'ai choisis. Une qui est publiée dans Frontiers in Vet Science en 2019, qui est intitulée Psychiatric Assistance Dogs, en fait, puis c'est le PAD, le PADS. Puis je suis comme, OK, ils ont trouvé un acronyme qui fait PADS, comme foot pads, puis ces chiens-là, souvent, leurs pattes, ils se servent de leurs pattes, entre autres, tu sais. Donc, PADS, Use for People Living with Mental Health Disorders. Puis ça, c'était donc une étude en Australie avec 199 chiens d'assistance. Puis les troubles rapportés, c'était dépression, anxiété, attaque de panique, TSPT, les troubles de post-traumatiques. Puis la tâche des chiens, incluait de réduire l'anxiété avec la stimulation tactile en 94%, pousser ou donner un coup de patte justement pour ramener au présent la personne, interrompre un comportement non désirable, contact physique, etc. Puis l'utilisation des chiens d'assistance donc diminuait dans 46%, augmentait dans 30% ou ne changeait pas les besoins en service psychiatrique. Alors là, on se dit, OK, diminuait dans 46, augmentait dans 30, mais ce qui est intéressant, c'est que les diminutions, donc les 46% que ça diminuait les besoins en service psychiatrique, c'était surtout dû à une réduction du nombre de tentatives de suicide et moins de besoins en hospitalisation et en médication. Puis ceux qui augmentaient, les 30%, puis je me disais, pourquoi augmenter? Ben oui. Ça augmentait surtout parce que ça augmentait une meilleure capacité à se rendre à leur rendez-vous. Fait que finalement, ça augmentait, mais c'était d'une façon positive. Tu sais. C'était quand même un effet probable d'avoir une assistance. Un effet bénéfique parce qu'il y avait le chien, mais il allait à leur rendez-vous de façon plus assidue. Puis tous les participants décrivaient leur relation avec leur PAD, donc leur chien d'assistance psychiatrique, comme étant positive. Puis ça, c'est une étude donc de 2019. Il y en a une autre que j'ai trouvée qui est encore plus récente, septembre 2022 dans PLOS ONE, PLOS ONE, qui est quand même une revue très bien connue. Puis là, c'était une revue systématique méta-analyse pour évaluer les chiens d'assistance pour les vétérans avec les troubles de post-traumatique, les troubles de stress post-traumatique. Parce que moi, je suis toujours PTSD dans ma tête, puis là, il faut le dire en français, TSPT, puis je suis comme, ah non! Puis on mentionnait que les PAD, donc les chiens d'assistance, aidaient les vétérans. Puis, attendez, le début de l'analyse, c'était de faire un sommaire des caractéristiques, évaluer la qualité de l'évidence existante. Donc, c'était une méta-analyse. Ça évaluait toutes les autres études qui ont été publiées, puis résumer les résultats, puis évaluer finalement 41 articles. Puis, finalement, ça révélait, ça confirmait que ça démontrait une amélioration significative dans la sévérité du trouble de stress post-traumatique, dans la santé mentale et la santé sociale, c'est-à-dire les interactions avec les autres et tout. Puis ça révélait aussi qu'un partenariat avec un chien d'assistance avait un effet cliniquement important, significatif, là, et un grand effet sur le score de la sévérité du trouble de stress post-traumatique. Puis le P, un P statistique, était en bas de 0.0001. Donc, puis il y en a une autre sur les enfants avec l'autisme aussi. Puis ça, je trouve que troisième étude, puis celle-là, brièvement, là, ce que ça disait, c'était aussi en Australie. Elle avait suivi 8 familles. C'est pas un grand nombre, mais ce que j'avais trouvé intéressant de celle-là, elle a été publiée dans la revue Health and Social Care in the Community en mars 2022, encore cette année. Puis ça disait que les familles avec des chiens d'assistance avaient plus de liberté pour les endroits où aller. Ils pouvaient aller plus loin. Leur rayon d'action quand ils se déplaçaient, tout ça s'agrandissait. Donc, on parlait d'un monde en expansion pour l'enfant et sa famille. Plus de liberté par la sécurité associée aux chiens, moins d'isolation, meilleure qualité de vie globale pour la famille. Puis ça générait, ce que cette étude-là disait, ça générait le paradoxe de ce qu'il appelait en anglais « freedom through restraint ». Parce que l'attachement au chien, c'est appelé « restraint », parce que là, tu es attaché au chien, ça fait que tu es un petit peu... Ça limite un peu tes activités. Mais cette restreinte-là faisait qu'il y avait... Cette retenue, en fait, en français, permettait une liberté et une qualité de vie augmentée à l'enfant et à la famille. Mais parce que ça lui donne la force à l'enfant d'explorer plus puis d'apprivoiser justement les... Puis eux, ils appelaient ça le paradoxe de le freedom through restraint, ce qui semble illogique. Puis le dernier point, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça soulevait la question de la perte du chien éventuelle et avoir expliqué ça à un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, la difficulté qu'ils vont peut-être rencontrer. Puis ça, c'est ça que je disais tout à l'heure, les difficultés que j'ai eues avec certains patients. Je me disais, ben là, qu'est-ce qui va arriver? Parce que ce chien-là, il y a une date de péremption qui approche, là. Puis tout le monde, c'est ça, le monde des chiens d'assistance, tout le monde veut le chien parfait, bien sûr, puis les bienfaits, puis le tout, mais la réalité, c'est que c'est une équipe complexe qu'on appelle, où on a la famille à gérer, on a le chien, puis on a la personne qui va aider par la suite. Alors, on prend en considération, oui, notre rôle, oui, c'est de former des chiens d'assistance, mais aussi de suivre les familles, puis donner un support, puis assurer que le chien est correct.